Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 13 juillet 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai accompagné cette semaine de mes favoris. Et la simple raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est ceux-là qui sont le plus souvent. Plus tes favoris dans le sens un favori dans un navigateur, là, ceux-là avec la petite étoile qui sont plus fréquemment utilisés, donc qui se mettent au top. Ou les cheveux sur le côté de la tête que je me pense pas parce cheveux. que je suis lâche. Moi, je pense aux cheveux. Ouais. On est mal placé pour parler des cheveux, hein, qu'on Donc, tout d'abord, en face de moi, mon éternel copain de toujours, Simon Boucher, salut. Bonjour tout le monde. Ah, tellement content de te voir, comme d'habitude. Ben, moi je suis content d'exister. Hein? Y a-t-il une valeur philosophique à ce qu'on vient de dire ou c'était juste des gars qui inventent de quoi à dire sur le coup? Non, c'était très philosophique. C'était très... Parce que sans l'existence, les gens peuvent pas t'apprécier. Ouais. Hashtag deep. Ensuite, à ma gauche, le non moins mentionnable Conan Arsenault. Personne peut me mentionner. Je suis comme Cthulhu, tu peux pas parler de moi. Parce que c'est juste, tu peux pas en parler, tu peux pas le décrire, mais c'est celui qu'on n'a pas nommé. C'est juste trop malade. Le Voldemort des geeks contre-attaque. Yeah. Et à la mise en onde, le légendaire, épique, mythique, unique, Mikey G. Wow! Hashtag blessed. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Et ça, mesdames, messieurs, ça s'appelle désamorcer une situation. Je suis le démineur des geeks contre-attaque. Ouais. Et je suis aussi très content d'être là. Vous m'avez manqué, les gars, la semaine passée. Avec vos niaiseries sur des petits jeux de course d'enfants, puis tout ça. Oh, c'est tellement pas fini, ça. Ouais. On en reparle plus tard de ça, du défi que Goulet m'a imposé et que Simon a choisi. Alors, ça a été un effort concerté, des geeks contre-attaque, pour me faire passer un mauvais moment. Donc, mais n'est-ce pas ce que nous faisons tous les samedis? On s'installe une gang dans un studio puis on s'arrange pour qu'Éric ait le moment le moins agréable possible. Je continue quand même parce que je suis quelqu'un de très altruiste qui prend à cœur la tâche principale des geeks contre-attaque de protéger et sauver l'humanité. Ou t'as encore de l'espoir de peut-être avoir un jour une carrière dans la radio, un des deux. Peut-être. Mais avoir su, c'est ça qu'on faisait à Chalet Éric. J'aurais parti ça plus souvent. Ah. Chronique chat! Non, arrête. On n'a pas de chronique chat. Donc, à la place, ce qu'on a, c'est une chronique habituelle. Là, on va parler de ce qui vient de se passer, genre. Moi, les gars, j'ai juste quatre mots pour vous. Hein? Parce qu'en fait, là, c'est parce qu'on a 1h30 à faire. Ce dont de quoi je vais vous parler, c'est comme ça pourrait être considéré comme presque une rubrique pré-nécrologique, si on veut. Les 4 mots sont Let's see them aliens. Alors, oui, je l'ai ici. Pour les gens qui vivent en dehors de l'univers Facebook. Non, pour les gens qui ne sont au courant de rien des 50 dernières années, maintenant. Ok, c'est pas ça. Okay, non. Moi, ça date pas des 50 mais dernières non, années. c'est de cette semaine, mais le contexte est... Ah oui, effectivement. Ouais, mais il y a un groupe, un événement Facebook qui s'appelle Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, qui est parti, et là, vraiment, il y a 500 000 personnes qui disent qu'ils seront présents. 540 000 personnes, donc tous des Kyles, probablement avec beaucoup de monsters et de katana. Attends un peu, Kyle, c'est un surnom d'un douche. Oui, Kyle, c'est le nouveau gars qui boit du monster puis qui punch le mur parce que tu as dit que sa pizza est en retard. Ok, wow, j'adore l'image. Donc, avant c'était des Chads. Ouais, mais c'est ça. Mais les Chads, les c'est Chads, plus dans la communauté incel. Ouais, c'est ça. Les Kyles,
sont comme les Kyle sont dans leur propre petit... Ok, c'est bon. Mais oui, c'est tout dans le microcosme Ouais, des personnalités tout un Internet. maximum de Mais sens. oui, ici, dans le fond, c'est vraiment littéralement ça. C'est disent, on se retrouve toutes, puis tout le monde à go, on court vers Ira 51. En faisant Naruto. Ouais, puis en courant avec les bras à la Naruto. Puis si on est effectivement, comme dans ce cas-ci, 500 000, ils peuvent pas nous empêcher de rentrer. En date d'aujourd'hui, 683 000 personnes participantes. Oh, mais Si je me fie au reste... C'est quand? Ça va être le 20 septembre, ce vendredi, de 3h à 6h du matin. Vendredi 20 septembre. Fait qu'on va pouvoir en parler le Avez-vous lendemain. votre passeport? Ouais, c'est ça, parce que... Ouais. Moi, Mais mon j'ai pas feeling, envie de le perdre. si je me fie au ratio d'attending versus est vraiment là à un événement Facebook... C'est environ 10%. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a quand même 68 000 personnes qui se pointent, ça risque de compliquer les choses. Mon guess, ça va être sécurité a passé gros. le bal. Mon guess, ça va être gros top 60. Mais honnêtement, peu importe, tout le monde sait que personne va se pointer, puis c'est juste une niaiserie. Mais moi, ce que j'aime, c'est les jokes qui sortent de ça. Ben oui. Le joke, c'est comment je vais rentrer là, puis comment je vais sortir. Fait que le joke, c'est comme exemple, comment je vais rentrer là avec des espadrilles qui une petite roulette, puis comment je vais sortir, c'est genre du monde avec des guns sur des Warthog de Halo ou sur des vaisseaux spatials. J'ai vu, il me semble que j'ai vu une affiche de show metal qui allait être donnée comme ce jour-là, un peu avant, là, comme pour préparer les foules. Ah, pour les hyper. Pour les hyper. Puis aussi, c'est ça, les memes sont vraiment délicieux. Là. C'est de magnifiques memes qui sortent. J'aime beaucoup les plans qui disent OK, alors ici, il y a des F-16 dans ce hangar-là, on va là, et puis la première vague va prendre, la deuxième vague va chercher des aliens, parce qu'évidemment, tout ça c'est pour aller libérer des aliens et chercher la technologie extraterrestre. Ouais. Honnêtement, Donc, là, je les remercie de nous donner du matériel jusqu'en septembre. Écoute. Parce qu'on a eu Mad Mike Hughes. Vous avez fait une couple de mois? Oui, ils ont fait une couple de mois à savoir si elle allait réussir à prouver que la Terre était plate en faisant sa propre fusée. Ça a été plaisant à suivre. Maintenant, on va suivre nos copains de Storm Area 51. Pour voir à quel point l'événement se développe, s'il y a des bus organisés. Hashtag Area 51 Raid. Oh, excusez. Donc, ça va être plaisant à suivre, ça. C'est toujours le fun de voir nos absurdes collègues Ils amènent humains. des super beaux mashups de science-fiction. Oui. Allez voir les images sur Internet juste pour ça. C'est bien drôle. Il pourrait nous inspirer parce que au Québec, on en a un événement et bon, ça va être dans longtemps, mais j'y suis inscrit et je compte y aller. C'est le lancement du Romano Fafard. Oh, et ça fait longtemps que ça roule, ça, cette oui, page-là. Hein? Ben oui. C'est un événement. Ah, Le 24 parce que octobre 2034. Mettons là pour les personnes qui n'ont pas écouté la série. Là. Ok, C'est bon, quoi ça? la série, tout d'abord, on parle bien sûr de Dans une galaxie près de chez vous. Dans une galaxie près de chez vous, qui était un genre de parodie de Star Trek qu'il y avait à Vrac Télé à l'époque, qui était très populaire localement, honnêtement. Là, c'était le nouveau Radio Pirate, là, ou Télé Pirate. Radio Enfer. De ce genre-là, c'est que ça a rentré dans la culture populaire à côté, avec Guy Jodoin, Claude Legault, etc. Là, paquet d'excellents comédiens québécois. Beaucoup des gars d'impro aussi, puis tu le voyais. Là, et Stéphane Crête. Ah ouais, c'est ça, voyons, Didier Lucien. Bref, une série culte dans la télé québécoise pour les tripeux, qui est encore écoutée, encore achetée en DVD. Et là, dans la série, ça se passe dans le futur, où ce que le vaisseau part pour trouver une autre planète à coloniser pour la race humaine. Et dans l'histoire, ils partent C'est ça, on approche la date fictive là, à laquelle le Romano Fafard part. Ouais, c'est dans l'introduction de l'émission, dans le fond, en qu'il octobre décrive. 2034, je me rappelle plus de la date, mais allez voir l'événement sur Facebook. Inscrivez-vous, on est plusieurs. Ouais, il y a quelqu'un qui a créé l'événement. Va-tu avoir quelque chose? Va-tu avoir un événement? Mais y physique a-t-il qui un va se endroit passer? physique Ouais, où le monde va se ramasser? Comment ça marche? Va-tu avoir une projection au moins, quelque chose? Tantôt. OK. Fait que le Mikey va faire des recherches. Notre recherchiste slash metteur en ondes slash homme à tout faire slash désamorceur de moments cool. Donc, il travaille là-dessus. Autre chose, les boys? Oui, on a parlé un petit peu de meme Internet, puis probablement une personne qui est devenue un phénomène Internet bien longtemps après que son temps soit venu, c'est Saint Bob Ross. Oui, notre ami Bob Ross. Bon, pour Bob Ross, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre américain qui faisait une émission qui s'appelait The Joy of Painting. Oui, sur un poste communautaire, donc gratuit. Puis c'est encore diffusé aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Il y a Même aussi sa sur chaîne Twitch 24h/24, il faut écouter Bob Ross. C'est pas seulement lui. Mais en gros, la grande question, c'est où sont ces peintures? Puis ça vaut-tu cher?
C'est vrai que c'est un mystère qui plane sur Internet depuis quelques années. C'est que tout le monde peut acheter des produits dérivés de Bob Ross, mais c'est peintures qu'il faisait à la télé. Il avait proclamé d'avoir fait plus de 20-30 000. Non. Mais personne avait Ici, de preuve qu'il y avait des originaux. Statistiquement, juste pour la série, Oui. sur ces 403 épisodes, Monsieur Ross a fait 380 épisodes où il y avait des peintures. Okay. Dans les autres, c'était des épisodes où il n'y avait pas de peinture, c'était des invités, des choses comme ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épisode, il y avait 3 fois la même peinture. Oui, Il y avait la peinture qui faisait hors d'onde pour se servir de pratique puis d'exemple. Oui. La peinture qui faisait en onde. Puis une peinture qui faisait aussi par la suite pour une série de livres puis de tutoriels qu'il vendait Exactement. par la Puis suite. il prenait vraiment le temps de la faire comme faut, mais il se basait sur la même image. Ouais. Fait que ça nous donne environ un total de 1140 peintures totales. Qui ont passé à l'émission. Oui, exactement, ici. Okay. Puis sinon, il y a une compagnie qui s'appelle Bob Ross Inc. qui s'occupe un peu de ses possessions, qui clame, eux, avoir là-dessus environ 1165 de ses peintures en entreposage. Donc, Okay. la majorité des peintures de M. Ross, c'est sûr que lui, après ça, il a été un instructeur privé, puis il a fait des événements publics, des choses comme ça, mais la grosse majorité de ses peintures sont entreposées, sont inaccessibles. Donc, peut-être un jour, la voûte de Disney sera ouverte et J'ai écouté un documentaire cette semaine. Là-dessus, on a peut-être vu le même. Non. Non, ok, bon. Sur ce sujet-là, justement, il passait en entrevue les gens de la société Bob Ross. Et finalement, le Smithsonian les a approchés, puis ils ont réussi à avoir quelques-unes de ces peintures-là pour être au musée de l'histoire nationale des États-Unis. Donc, ils n'ont pas juste des peintures, ils ont aussi un tabouret qui servait de chevalet au début de sa carrière, des choses comme ça ici. Pour ce qui est de la vente, c'est rare à trouver. Cependant, une peinture seule, habituellement, les dernières enchères, ça allait chercher entre 8 et 10 000 $10 000. Et ceux qui sont dans le show télé, comme on disait, sont possession de la compagnie de Bob Ross, ne sont pas à vendre jusqu'à maintenant. Non, exactement. Donc, toutes les autres, ça a été fait dans des projets externes où c'est possiblement des répliques. Ouais. Donc, faites attention. Mais dans certains cas uniques, exemple, un triptyque, dans le fond, qui était trois peintures de la même série, c'était probablement pas en dehors de la série télé parce qu'ils faisaient pas des choses comme ça, est allé chercher sur eBay pas loin de 55 000 $. Donc, si vous voulez à mettre avec votre Bobblehead de Bob Ross une peinture, préparez-vous à sortir 8 000 $ et de chercher longtemps parce que elles sont très rares. Comme des Beanie Baby. Dans quelques décennies, là, on va avoir droit au musée Bob Ross grâce à la compagnie, justement, qui a gardé tous ces peintures. Oui, puis ironiquement, dans des émissions de télé dans les années 80, le monde, il prenait une entrevue puis il disait, vu qu'il faisait ça pour un poste communautaire, il disait, pensez-vous que vos œuvres vont être d'un musée? En riant de lui. Et lui répondait, on sait pas, peut-être. Puis ironiquement, ces gars-là, mettons qu'ils ravalent leurs paroles. Ben, Partie de la culture populaire. Ouais, possiblement. Un musée maestro? Bob Ross les a tués. avec son training d'armée. Ben oui, ben oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Donc, une chanson que j'ai été chercher sur Overclock Remix, qui a sorti beaucoup de stocks intéressants dans les dernières semaines. J'ai dû me trouver au moins 3 ou 4 tonnes là, pour le prochain mois, juste dans la dernière semaine et demie. Donc, dans le dernier... Bon, peut-être pas derrière 3 semaines. Et bref, du bon stock pour nos oreilles cet été. Et cette pièce-là, je l'ai choisie sans savoir, mais c'est mon hommage personnel au filtre du AR de la station qui a été nettoyé. On est super bien dans la studio, bon, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, la pièce s'appelle Chill Waves. Ah, ben oui. C'est tiré du jeu Super Mario Odyssey, donc à la Switch. Le jeu que j'ai terminé. Et le New Game Plus est intéressant aussi. Oui, et donc c'est tiré de l'écran intitulé Lake Lamode. On va écouter la pièce Chill Waves, donc du réarrangeur Tune In with Chewy. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Yes, là. Oui. Donc, hey! Hey! En pleine discussion pendant la musique. On vient d'entendre Chill Waves par Tune In with Chewie. Donc, c'est une pièce qui est tirée de Super Mario Odyssey et c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Puis avant de passer au prochain thème, pour aller au lancement du Romano Fafard, il faudra d'abord construire le centre spatial de Rawdon. Parce que c'est là qu'on a rendez-vous le 28 octobre 2024. OK, à Rawdon. OK, donc on a encore quand même 14 ans. Ben oui. 15 ans même. 15 ans pour construire ça. Mais Raël a vendu son centre spatial il y a quelques années. Peut-être qu'on serait capable de faire de quoi avec les pièces. Ben, est-ce qu'il faudrait vérifier des personnes qui ont acheté pour voir si on peut pas, genre, les motiver à participer à cette aventure. Il y avait justement une entrevue avec la personne qui avait acheté la scope volante il y a quelques années. C'était délicieux. À Denis Lévesque, j'imagine. Genre, c'était Ouais. TVA ou... D'après toi. C'est une place de qualité. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Alors, on continue en vrac avec d'autres petites nouvelles. Oui, on va retourner aux nouvelles parce qu'à l'extérieur du studio, il y a des gens qui sont beaucoup trop radicaux. Hey, on parle-tu de café? Ben, OK. Casey a un J'aime bien en café. boire. Ouais, j'en ai un, moi. Ouais, moi aussi, un. J'en ai un. On en a tout. Tout le monde a un café. On est 4 Ouais. ici avec du café. Bon. Vous le savez tous, les garçons. Ben, les filles aussi, mais présentement, on est juste des garçons. Fait que je vous parle à vous. Mais Oui. les filles à la maison, dites-vous que vous savez tous les garçons et les filles de mon âge qui se promènent dans la rue 2 par 2. Excusez-moi. Comment va ta retraite, Simon? Honnêtement, je vieillis à vue d'œil. OK, est-ce que vous pouvez continuer votre chronique, M. Boucher? Oui, pardonnez-moi, j'ai remis mes dents. On sait que présentement, depuis plusieurs années, on se fait annoncer la mort prochaine du café à cause soit des maladies envers les plants, la déforestation, ça. Ah, OK, ouais, la rareté du café risque de devenir une chose Ouais. très sérieuse. Ici, c'est pas le but, mais ça peut peut-être venir nous aider si jamais on décide de vivre avec un Frankenstein similaire. Dans le fond, Jared Stopford, c'est un nom monstrueux aussi. Oui. Il était un grand buveur de café. Cependant, il aime pas l'amertume que le café a. Fait que, à un moment Mais donné, du c'est... sucre, puis il passe au prochain appel. Ouais, ben c'est ça qu'il faisait avec. Mais le problème, c'est que c'est un chimiste moléculaire. Fait que ce monde-là, il s'ostine pas sur juste faire ça. Il dit, ben, pourquoi pas se faire du café qui n'ont pas le problème de l'amertume? L'amertume du café vient de la bine. Dans le fond, de la graine de café, là, le grain de café qui est torréfié érotiquement dans une machine et tout cela. Donc, monsieur Stopford est quand même pas n'importe qui parce qu'il a travaillé entre autres avec Soylent. Puis il s'est mis avec un partenaire d'affaires, l'entrepreneur Andy Callis. Puis ils ont lancé la compagnie qui s'appelle Atomo. Et dans un garage de Seattle, ils ont fait des batchs de café qui ont passé au spectromètre puis à toutes les machines que Batman possède dans sa Batcave pour tenter d'obtenir c'est quoi qu'il y a dans le café exactement, c'est quoi tous les ingrédients actifs, les mélanges, les choses qu'il y a à faire pour éventuellement recréer le café mais sans que ça vienne d'une plante. Wow, fait que du fake café. Fait que c'est du fake café, donc... Mais qu'il y a- t'appelles ça de quoi? qu'il y a tout du café. Du café. Oui, c'est le café. Il y a tout du café qui a la caféine, mais il n'y a pas l'amertume. Fait que, oui, c'est comme une manière de faire du café sans le café, c'est un jour le café disparaît. Cependant, comme Conan dit, ils n'ont pas encore annoncé, ils ne veulent pas encore dire de quoi leur café est fait. Ben, leur café est fait. Ouais. Mais dites-vous que si jamais, mettons, l'Amérique du Sud passe en feu à cause que, je sais pas, on bâtit un mur puis ça brûle, je sais pas. Ben, Mais on aurait cette option-là. Ouais, Mais la une dernière option. fois que les chimistes se sont mêlés au café, on avait goûté au café transparent. Là, le clear coffee. Le clear café. Et c'était pas... C'était pas super. C'était pas... C'est comme de l'eau d'une tasse mal rincée. C'est exactement, c'était de rincer de l'eau à travers un vieux fil de percolateur. Ouais. Il aurait fallu, par exemple, pour que l'expérience soit les plus judicieuses, bander les yeux à quelqu'un. Pour pas savoir que c'est du café clair, ok, puis je dire pensais que qu'est-ce que ça goûte. Tu sais? Je pensais que c'est bander les yeux à quelqu'un, mais je pense qu'un chimiste moléculaire, il est mieux de voir ce qu'il fait. Ouais. Hey, d'ailleurs, cette marque de café-là, j'ai le nom parfait. Cibol, ça a été conçu dans un garage de Seattle. On va appeler ça le Nirvana Americana. Ça pourrait être le Seattle's Best, qui est un mélange de café qui vient d'autres cafés, mais bon, hein, de quoi qu'on parle. C'est mon café qui était mieux. Oui. Autre chose, les boys. Il y a une Oui. mouche, là. Il y a une Oui. mouche!
Non, mais Mikey, j'ai besoin de ton aide. Hein, quoi? Tantôt, on a parlé de Area 51. Oui. Est-ce que tu pourrais me sortir un thème qui va un petit peu dans ce track-là? Ben, t'as peu. On a chronique Ben, c'est ça que je demande. J'espère. Ah, Ben ok, là- mais moi, j'en ai un autre. Là. Non, je veux conspiration. OK. Bon, hey. Mais c'est pas vraiment Ben, conspiration, mais ouais. Nomme tes besoins. Je tente de créer de l'émergence, que ces choses sortent naturellement, un peu comme mon troisième bras. Je m'excuse, j'ai interrompu ton flow. Je suis désolé. Exactement. Désolé. Ça m'arrive, mais juste une fois chaque matin. C'est... J'aimerais ça qu'on parle du drapeau américain sur la Lune. OK? Oui. Oh, vous venez d'attirer votre attention. Ça n'existe Ok. pas, ça, la Lune. Fait que c'est quand est-ce que... Hey, une excellente job de Stanley Kubrick, en passant. Là. Mais c'est quand est-ce que le drapeau américain a été mis sur la Lune? C'est en 1969. Genre- Et que vous êtes con! En 1832? Non, pas quand même pas si pire Il est que ça. même pas encore sur la Lune. Non, il est sur la Lune. Ah, damn. Mais ici, ce n'est pas des conspirations, c'est la vérité. Mais C'est-à-dire... le drapeau américain a été mis sur la Lune pour la première fois en 1966. Sur un autre vaisseau qui s'appelait le Surveyor 1. OK. C'était, dans le fond, une mission spatiale qui était envoyée un vaisseau sans équipage pour aller sur la Lune pour faire des tests, justement, de poussée puis tout ça, pour tester ces choses-là. Et l'équipe avait semi-secrètement nettoyé, préparé et inclus dans leur vaisseau un petit drapeau qu'ils ont mis eux-mêmes dans le vaisseau. Puis une fois que le vaisseau est allé sur la Lune, c'est allé là, puis ça l'a mis des photos, puis ça l'a amené de la presse autour d'eux autres. Et la NASA voulait, et le gouvernement américain voulait les tuer parce que c'était très mal vu. Sur le coup, ça semblait justement, on est allé prendre possession de la Lune En subtilement, secret, là. en secret. La NASA a commencé à monter justement pour chaque mission, tout devait être absolument déclaré. Ils ont commencé à capoter aussi parce que vu que c'était pas prévu, est-ce que le drapeau avait été décontaminé comme il faut? La réponse ici est oui, du moins selon la technologie du temps. Mais Il avait soufflé dessus un peu. Il avait brossé sur les galeries dehors. non. Ils l'ont quand même fait vraiment nettoyer de la bonne façon ici. Mais c'est un tout petit drapeau de 4 par 6 pouces, gros environ comme une des petites cartes de notes. Puis ça a été mis sur la Lune en premier avant la mission spatiale. OK. Hey, on a Batman ici, là, on le salue d'ailleurs, Batman, Oui. des Older Years. Oui, tout à fait. Et si jamais vous vous aventurez sur la Lune dans les prochaines années et vous voulez aller voir le drapeau américain laissé par Neil Armstrong et Buzz Aldrin, vous allez juste voir un drapeau d'abandon. Parce que c'est rendu un drapeau blanc. À cause de l'exposition au soleil, il a perdu toute sa pigmentation. Ben, donc, surprise. c'est ça. Et donc, Hey, mais parlant des astronautes, oui. finalement, après plusieurs années, ici, c'est dans le fond, je prends ça ici sur le New Scientist, c'est suite à toutes les années qu'on dit qu'on envoie des gens dans l'espace, puis on a peur de la radiation cosmique, tout ça. De la manière qu'on travaille présentement, ils ont fait des études de santé sur tous les gens qui sont allés, 301 astronautes américains et 117 tachyonautes et cosmonautes soviétiques, pour voir soviétiques et russes, donc quand même les deux générations ici, et pour savoir de tous ces astronautes-là, 89 seulement sont morts, et dans le fond, ils ont pas de preuve que le fait d'être allé dans l'espace a augmenté la mort par cancer chez ce segment de population-là. OK, donc ça devrait vérifier, voir si l'exposition répétée et prolongée dans le fond, aux conditions spatiales de vie avait un effet négatif sur... Ça, on fait des l'espérance. vérifications quand les gens reviennent, leur bilan de santé, on compare justement, on avait récemment envoyé des jumeaux pour voir qu'est-ce qui se passait. Ouais, puis des choses le comme fait ça. qu'ils rapissaient aussi à cause de la compression des colonnes vertébrales, etc. Mais ça a là, pas d'effet ici, néfaste, on commence à avoir ça. une longue période de temps avec Oui. beaucoup, comme je disais, un nombre de personnes. 50 ans, à partir de cette année, c'est pas mal ça, là, même un peu plus que ça, en fait. Là. Oui, non, c'est ça quand même. Puis je disais environ pas loin de 450 personnes ici dans la liste de personnes qui ont été... C'est un bon échantillon. C'est un bon quand même. échantillonnage. Et le nombre de morts par radiation, par cancer, du moins, n'a
n'est pas plus élevé que dans d'autres segments de la population, ou du moins ce n'est pas de façon significative. C'est un bon indicateur pour les futures missions dans l'espace et aussi les missions à long terme. Là, le long terme est complètement autre chose. Peut-être c'est là que la différence va se faire. Peut-être que, mais on a quand même des astronautes qui ont passé d'extrêmement longues périodes dans la Station spatiale internationale. Certains astronautes russes qui ont passé plus d'une année, donc quand même quelque chose. Donc c'est bon signe pour l'être humain en tant qu'espèce se déplaçant un peu partout sur des longues périodes. Espérons que tout devrait bien aller. Yes. Un autre petite pour clore notre première demi-heure. Quelque chose, boys? Barks has bite. Barks has bites. Non. C'est une vieille nouvelle, ça vient des années 90, par exemple. Conan l'a catché. Est-ce que je suis supposé comprendre, moi? C'est une annonce de liqueur. Ouais, non. Si j'ai quelque chose, mais je sais pas si j'ai pas eu le temps de lire les résultats, fait qu'on pourra parler. 2 minutes pour le lire. C'est bon, on va parler de loups avec des écrans tactiles au retour de la pause. Yes. OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique! Chronique zoologique? Tu vas nous parler d'animaux? Oui! Mais d'animaux modernes? Ben oui, on commence pas avec des animaux modernes. La semaine passée, je voulais vous parler de... les Wolf of Wall Street? Semi. La semaine passée, je voulais vous parler de crocodiles, puis on n'avait pas eu le temps. Ouais. Je vais pouvoir en parler là. Ben puis quoi d'autre? On commence par les loups, je pense. Hein? OK, on commence par des loups. Ben, on a donné des loups des écrans tactiles. Pour qu'il y ait sur Facebook. Non, c'est pas vrai. On va remettre ça en contexte. Oui. La question était... ici, c'est une recherche qui a été faite par Rachel Dale, dans le fond, du Centre de recherche sur les loups de Vienne, en Autriche. Et la grande question était voir la différence entre la générosité et la gentillesse chez le chien versus chez le loup. OK. Pour voir plusieurs recherches, parce que justement, on sait que ça vient c'est des animaux sociaux qui viennent d'une souche commune, mais qui ont été séparés parce qu'on se le cache pas. Pour le monde qui chiale, mettons, contre les OGM, des choses comme ça, le chien est une monstruosité créée par l'être humain, où ce qu'on a fait de la sélection puis du croisage agressif et désagréable pour créer un monstre. Ouais. Certaines races, c'est vrai, mais d'autres moins. Ouais. Non, mais je veux dire, toutes les races, ça vient d'un loup puis ça ressemble à un chihuahua. Ouais, non, ils se sont clairement fait donner l'être humain a dit, vous trois, vous fourrez ensemble, puis pas vous autres. Parce que vous autres, j'aime pas vos talents. Mais vous autres, je vous aime, puis pendant des années, on les a modifiés pour qu'ils aient l'air de ce que nous autres, on veut. On les a modelés à notre image, telle de la glaise. Les chiens sont des monstres! Mais bon. Excusez-moi. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui... Sont-tu gentils? Mais ils sont gentils. Okay. Ils sont super gentils. Mais c'est justement ça ici, le problème. Parce que on a élevé et on a croisé les chiens entre eux pour qu'ils soient gentils, mais dépendants. Mais bon, on va revenir ici en haut. On voulait savoir si les loups ou les chiens étaient le plus altruistes. J'avais utilisé ce terme-là, je pense que ça touche un petit peu plus. Donc, altruistes envers leur propre espèce. Envers nous. Envers d'autres créatures, loups, chiens. C'est bon. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des cages. Canines, on aurait pu dire canines. Ouais. On a mis des cages avec des fenêtres. T'avais 2 cages qui se touchaient avec une fenêtre entre les deux. Et puis, t'avais un loup qui avait accès à un écran tactile qu'il pouvait activer avec son nez. Et puis, on leur avait appris aux chiens et aux loups qu'en poussant sur ce bouton-là, ça donnait de la nourriture à la cage d'à côté. Oh! OK. Fait que dans le fond... S'il donne de la bouffe à l'autre, il espère-tu avoir de la bouffe en retour? Mais c'est pas tant que ça, c'est voir à quel point que, si l'autre a faim, était capable de voir que l'autre a faim, puis eux, faire l'action pour aider à nourrir l'autre, etc., etc. Ils ont fait des tests, et puis, statistiquement, de façon extrêmement élevée,
Dans le fond, l'animal devait décider si il décidait s'il donnait ou pas des choses, parce que le loup n'avait pas besoin de sortir son nez de la grille pour aller. Il faut qu'il fasse un effort. Oui. Conscient pour aller pousser sur le piton, mais il a été entraîné pour savoir comment ça fonctionne. Et le loup avait beaucoup plus tendance à donner aux autres que le chien. Ah ouais. Parce que justement, le loup est un animal social qui vit en meute et la meute se tient ensemble. Et le chien est une petite bitch qu'on a entraînée et on a faite pour qu'elle soit dépendante de nous et de nous pour la nourrir. Il y a ce sens-là, mais il y a aussi le fait que c'est une niais de loup qui s'est adaptée à comprendre nos signaux sociaux pour obtenir, dans le fond, logis et nourriture aussi. Là. Les chiens ont fait le part au début, mais après ça a été croisé. Ça me donne rien, je dis pas qu'un pug est pas venu de la nature, je comprends ton point, mais il y a aussi le fait que le chien a vu quelque chose d'avantageux aussi dans cette relation-là au départ. Ben c'est ça, le pug, il se dit, fuck it, pourquoi je donnerais du manger à l'autre d'à côté? Ouais. Mon humain va m'en donner si je fais une face. Ouais, mais en même temps, le pug, faut qu'il respire. C'est pas la seule affaire qui pour aller un petit peu plus loin aussi, c'est vraiment l'esprit de coopération spécifique du loup, parce que, justement... Lui, c'est sa survie qui en dépend. Non, mais c'est pas juste ça, c'est parce que quand il mettait dans la cage d'à côté un loup d'une meute, de la même meute, un loup inconnu ou un chien, les statistiques s'effondraient quand c'était pas un loup de sa meute. Donc, c'est vraiment un esprit de coopératif et de famille extrêmement fort. Le chien, lui, ne réagissait aucunement statistiquement différemment, peu importe ce qu'il y avait dans la cage d'à côté, que ce soit une spatule, un chien ou, mettons, un bébé enrobé de bacon. OK, bon. Fait que le chien, c'est comme plus un réflexe qui est pas nécessairement motivé par les... Par la force du lien entre lui et la cible, alors que le loup, lui, c'est extrêmement Puis proche. Même là, dans les loups, c'était vraiment la meute et non pas le lien de sang. Il n'y avait pas de différence entre... Proximité plus que famille. Là. Exactement. Il y avait des loups qui avaient un lien de sang puis des loups qui avaient un lien de meute seulement et ça faisait pas de différence. C'est dans la même gang. Exactement. Donc, le gang. Donc, le chien, garoche-moi ça au vidange puis adoptez des loups. Adoptez des loups. Ah oui. C'est compliqué que les pitbulls depuis des années sortent des loups, ça va beaucoup mieux aller. Mère la bombe va aimer ça. Remplissez Limoilou de loup. Ben ouais, Limoilou qu'un P. Ben voilà. Hey! Ouais, mais il est muet. C'est pas Limoiloup. Non, mais Limoilou, il y a un P muet. Ouais. On voit des loups partout. Hey, on parle de crocodile. Ben, j'espère. Maintenant, les crocodiles, c'est vieux. Ben, c'est un reptile. Ça a tendance à vivre plus vieux que la moyenne des ours. Non, je veux dire, c'est pas nouveau. Ah non, mais c'est vieux, oui. Ah oui, c'est une vieille nouvelle, les crocodiles. Oui, non, c'est ça. Tu sais, quand vous pensez à un crocodile, là, qu'est-ce que vous pensez comme comportement de crocodile? Un alligator ou un crocodile? Crocodile. Il va te manger. Ben, je te dirais que... En général, c'est ça. Territorial, mais qui passe beaucoup plus de temps à chiller qu'à être méchant. Parce que, savez-vous que le crocodile, dans sa lignée, a été à 3 reprises végétarien? Hein? Dans ses ancêtres, il y a eu des Dans les lignées d'ancêtres, il y a eu 3 branches à laquelle le tout découle, qui étaient sur des branches de végétarisme. C'est surprenant. Venant de la part d'un blender. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de dents pour un végétarien. On avait déjà des idées, parce qu'en regardant la forme de ses dents, oui, il y a des dents pour déchirer, mais il y avait aussi encore des fragments de dents qui étaient des vestigiales, qui signifiaient avoir une consommation de plantes à une certaine époque. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas d'idée. Mais là, justement, en étudiant 16 espèces de crocodiliformes, donc des créatures crocodilesques dans leur lignée, ils ont découvert qu'à 3 moments, il y a eu une émergence de végétarianisme dans des espèces. Et le tout amène lentement jusqu'à nos espèces actuelles. Et ici, on a des recréations de visages au courant du temps. Et même s'ils ont des dents pointues puis ils ont des gueules épeurantes. Ça ressemble ça à des Bulbasaur? Ben, ça ressemble un peu à des variantes de Komodo. Ouais. Genre un peu plus proche du lézard que de l'alligator. C'est ça. Donc on a eu les carnivores, on a eu les herbivores, puis on a même eu pendant certaines périodes des omnivores, parce que bien sûr il y a probablement eu des espèces de transition. Mais tu sais, même les herbivores là, tu sais, je veux dire, les vaches là, si on a possibilité de muncher un écureuil, ils vont le faire. Tu sais, des protéines, ça se prend... Il y a beaucoup d'animaux qu'on pense qui sont exclusivement... qui suivent une diète exclusive quand que dans la réalité, ils vont prendre... mangent ce qui passe. Ouais, c'est ça. Ils vont c'est juste que le gazon, ça se sauve pas vite, fait que la vache est bien contente. c'est ça.
Mais tu sais, mettons, voir des chèvres manger des poussins, là, c'est quelque chose que tu vois sur une ferme, t'es comme, oh my god! Moi, j'avais vu une vidéo d'un pélican qui mangeait un goéland devant les enfants, puis les enfants me mettaient à pleurer immédiatement parce qu'il l'a fait tellement brutalement puis sec. Mais les oiseaux sont extrêmement cruels là-dessus. Les oiseaux, les oiseaux, ça mange n'importe quoi qui est moins vite que les autres. C'est des reptiles, là, les oiseaux. C'est des reptiles qui volent. C'est des dinosaures. C'est des dinosaures qui volent. Tu peux me dire que les chiens, c'est des monstres, mais les oiseaux, c'est encore plus des monstres. Ah oui, mais je veux dire, je me rappelle une de mes anciennes copines, elle avait une perruche qui se nourrissait de poulet. Oh my god! Oh wow! C'est tellement moral. Est-ce que vous avez encore du vrac? Parce que sinon, je demanderais à Mikey quelque chose. Ah non, vas-y, mon homme. Est-ce que tu pourrais nous sortir la chronique avec des joysticks? Ben, avec les joysticks. Les chroniques du gaming. Ouais. OK. Je vais pouvoir, Oui. je vais pouvoir transitionner. Il y a ça, mais avant ça, j'ai des nouvelles en vrac, puis je veux qu'on discute de choses. Hey, j'ai fait le tour à Mario Odyssey. Je suis même pas capable de faire un stage à Mario World. Bon. Ah oui. Ben là, je viens de mourir encore. Là. Ah ouais, c'est vrai, tu te rends pas... Non, la musique commence, puis il meurt tout de suite. Ouais. Hey, des petites nouvelles en vrac de jeux vidéo, mais pas nécessairement juste de jeux vidéo. Je sais pas si vous avez vu l'exclusif Xbox One et PC Cuphead. Oui, les tasses, le genre de shooter. C'est des tasses qui ressemblent dans le style de dessin de Steamboat Willie, les vieux Disney des années 30, 40, 50. Dans ce style-là, c'est un genre de bullet hell platformer ultra difficile. Jeu indépendant de l'année de sa sortie, pour le même meilleur art direction, etc. Qui a été repoussé genre 8 fois, puis que ce jeu-là n'aurait jamais existé, c'était pas un exclusif financé par Microsoft, parce qu'il n'y a aucune compagnie indépendante qui peut financer un projet aussi longtemps. Mais question artistiquement parlant, c'est un chef-d'œuvre, là, c'est extraordinaire. Puis, paraît que le gameplay est impeccable aussi. Oui. Netflix vient d'acheter les droits pour faire une série animée. Donc, un jeu inspiré de l'animation va devenir une série animée. Fait que je dis ça de même. Autre nouvelle de jeux vidéo, là, tu sais, il y a une production de Mortal Kombat qui s'en vient. Mortal Kombat! Et ils disent qu'on va voir des fatalities. La production va être adulte. Justement, ce sera pas un Mortal Kombat 13 ans plus. Mais il y en avait déjà des fatalities dans l'original. Ouais, mais... OK. Si tu te souviens du premier film, à tout le moins, le 2, je m'en rappelle pas. J'étais dans la même pièce quand il a joué, j'ai aucun souvenir. Je me rappelle du premier. Okay. Le premier, il y avait somewhat des fatalités, mais il y a personne qui mourait vraiment. Hey, la seule fatalité qu'il y a eu, là, c'est à l'endroit des lunettes de Johnny Cage qui ont coûté 500 balles. Ouais. Mais bref. C'est là que tu devais sauter. Mais, quel classique. Mais tout ça pour dire que, non, au moins, si le film suit le niveau de gore présentement de la série de Mortal Kombat qu'on a depuis quelques années, qui se sont surpassés sur ce côté-là, ça peut être assez intéressant. Mais je te garantis que ça va trespasser d'un film d'action vers un film d'horreur assez vite. Il y a une nouvelle aussi au point de vue du dessin animé. Je sais pas si on en a parlé, mais moi, c'est une nouvelle que je suis très, 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 très excité de savoir ça. Deux histoires dans cette nouvelle. Donc, Akira qui s'en vient en 4K. Version originale. Version originale en 4K, donc ça va être de toute beauté. Et aussi une nouvelle série animée sur Akira qui s'en vient. Puis le film avec notre bon vieux ami, c'est qui? Taika Waititi. Ouais, c'est ça. Qui va diriger. C'est ça, c'est vrai qu'il y a le film aussi. Beaucoup d'Akira à venir. Mais je suis plus excité sur la série parce que c'est Otomo qui revient dans cette histoire-là. Donc j'ai vraiment basé sur le manga, donc plus ça va moins être comme coupé, puis c'est ça va être comme le livre. J'ai une question de vieille amnésique. Oui. Akira, là. Pourquoi, d'où ça sort son pouvoir? Me semble que c'est parce qu'il a fusionné avec une cellule. Me semble qu'il explique de même, là, comme il y a le pouvoir de la cellule primordiale. Ouais, mais c'est des expériences scientifiques faites par le gouvernement, etc. Donc, c'est comme un kid mutant. Ça mutationne à volonté. En gros, c'est comme les chiens. Il y a des gens qui ont pris du monde puis qui les ont breedé. C'est aussi monstrueux. Si votre chien devient un monstre de tumeur puis commence à absorber puis vos guns laser marchent plus, vous êtes foutus. Akira, c'est comme l'élu d'un groupe d'humains sur lesquels le gouvernement a travaillé, qui ont développé un genre de culte philosophique, télépathique, bizarre. Akira, c'est spécial. Ouais. Puis pour l'époque que c'est sorti, avec la qualité graphique que ça avait, c'est un chef-d'œuvre dans le temps. C'en est un encore maintenant. En 4K, ça va être beau. En 4K, ça va être extraordinaire. Et j'espère cette fois-ci, comparé à la version en DVD et en Blu-ray, qu'on va avoir enfin la traduction française. La doublure française d'Akira était bonne. Vraiment meilleure que l'original en anglais, là.
L'original, en japonais, bien sûr, sous-titré, c'est la meilleure façon de le voir Non, si mais vous aimez le voir. Mais en français, c'est la meilleure doublure. Là. C'est extrêmement supérieur. C'est très difficile à trouver, il n'existe pas en Blu-ray. Mais c'est ça, ici, on parle de films animés japonais dans les années fin 80, début 90. Oui. Et puis, c'est à l'époque où ce que la France était extrêmement forte là-dedans. Puis ça faisait des années qu'ils importaient du stock, qui La France a toujours traduisait. eu beaucoup de collaborations avec les Japonais. Beaucoup plus proche. Puis les États-Unis commençaient. C'est pour ça qu'à cette époque-là, les versions françaises étaient très bonnes. Je te dirais là, que encore maintenant, là, Ghibli, tout ce qui sort de Studio Ghibli, c'est meilleur en français qu'en anglais. Même si on a des gros noms, des gros stars comme Christian Bale qui fait la voix de X. Non, les traductions, selon moi, les Français sont meilleurs. Donne un exemple, j'ai écouté. C'est Parce que j'ai écouté quelques classiques des films d'animation des 10 dernières années pendant mon défilm. Un de mes films de l'année là, qui était Wolf Children, je vous en avais parlé un peu. J'ai essayé d'écouter dans d'autres langues, mais je l'ai juste écouté en français les 2 fois. J'ai fait écouter quelqu'un d'autre récemment. En français, il est extraordinaire, ce film-là. C'est la meilleure version du film. Et vraiment, faut le donner pour les traductions, les doublures d'animation japonaises. Les Français, c'est le top notch. Donc, j'ai tendance à regarder un peu avec dérision les traductions de films hollywoodiens en français international, mais pour ce qui est des animations, là, écoute, c'est flawless. Mais dites-vous que dans la traduction française du film, vous allez peut-être avoir Yves Corbeil. Mais par contre, pour ce qui est de Akira, là, je veux juste spécifier, il existe des versions Blu-ray en français. Il existe, Akira! Non, c'est qu'il existe en Blu-ray en français. Le Oui, problème, c'est du stade olympique au Japon, il faut juste que tu ailles chercher les cannes contenant les... Ah, OK. Spoilers. Tout ça pour dire que il existe, cependant, il est en version PAL seulement, donc il est pas compatible avec les lecteurs qu'on a ici en Amérique du Nord. Et il est extrêmement cher si vous l'achetez sur eBay/Amazon.fr pour le shipping. Tout ça va vous coûter au-dessus de $60 facile. Donc, une version nord-américaine qui fonctionnerait avec la traduction française, c'est tout ce que je souhaite. Je veux une version officielle d'Akira chez moi, puis je suis prêt à payer le plein prix. Moi, tout ce que je souhaite, Eric, c'est la chanson de la semaine numéro 2. Oh. La chanson de la semaine. Dos. Et on reste en actualité du jeu vidéo. La chanson de la semaine numéro 2. V'là 2 semaines, c'est terminé la deuxième édition de 2019, mais bien sûr, l'édition estivale de Awesome Game Done Quick, donc Summer Game Done Quick, c'est une semaine de speedrunning, où ce que les gens peuvent donner de l'argent pour Médecins Sans Frontières, et ont battu leur record de tous les temps de l'événement. Donc, ils ont ramassé près de 3 millions de dollars, si je ne m'abuse. Et c'est 24 heures sur 24 pendant une semaine. Plein de jeux super populaires qui ont des jeux obscurs, des courses en différents speedrunners, un segment qui s'appelle Awful Game Done Quick, où c'est tous des jeux poches que quelqu'un a masteré pour avoir le record du monde. Mais c'est extraordinaire, c'est super le fun de suivre live, c'est super le fun de réécouter aussi les différents jeux qui ont passé. Vous allez sur le site de Game Done Quick, la chaîne YouTube, tout est là. C'est fascinant, plein de jeux. Il y a eu une course cette année de Super Mario Bros 3, 4 speedrunners, dont le tenant en titre du le champion du monde actuel de Super Mario Bros 3 qui est non, c'est Mitch Flower Power. Mais glitchless? Ouais, là, c'est glitchless. Cool. Dans le fond, c'est un all fort qu'ils font, là, qu'il faut qu'ils aillent faire tous les forts, mais dans l'ordre qu'ils veulent. Fascinant, c'est 4 split screen, t'es vois, il y a une foule en arrière, c'est capoté. Bref. Donc c'était cet été et un dérivé de ces compétitions là est un YouTuber qui s'appelle Summoning Salt, qui depuis quelques années fait des vidéos de compilation sur l'histoire des records du monde de différents jeux, et ses montages sont extrêmement bien renseignés. Il remonte souvent à début 2000 avec les bonnes statistiques, les bons champions, les événements, les nouveaux tricks qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi à battre certains records, etc. Ces vidéos sont fascinantes. Sa chaîne n'a pas 150 vidéos, là, mais sont vraiment fascinants. Donc, Summoning Salt sur YouTube, pour ceux qui aiment l'univers des records mondiaux de jeux vidéo, là, allez voir ça, c'est vraiment trippant. C'est quoi le rapport avec la toune de la semaine? Et le thème sonore de sa chaîne YouTube depuis maintenant 1 an, c'est une chanson d'un site de musique sans royauté. On en a déjà fait jouer au Geek Contre-Attaque. C'est quelque chose qui me fascine dans la musique, qui est offerte gratuitement. Purple Planet. Exactement. Ouais, non, c'est ça, mais parce que souvent tu vas voir ces musiques-là dans beaucoup de médias qui sont utilisés par les YouTubers qui n'ont pas encore beaucoup d'argent tout le kit, puis ça permet à plein de monde d'avoir des vidéos avec une qualité professionnelle sans nécessairement avoir l'équipement pour. Donc cette fois-ci, on va prendre le thème de Summoning Salt, mais aussi, dans le fond, du site Royalty Free Planet. L'artiste s'appelle Home, donc Randy Goff, son vrai nom. De son album Before the Night en 2014, on écoute We're Finally Landing. Donc un peu de synthwave en royalty free au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce We're Finally Landing the Home. Donc, un artiste synthwave relativement connu, là, qu'on a dit d'en avoir fait jouer dans ton show de radio ailleurs. Home. Yes. Donc, on vient d'entendre cette pièce-là tirée de son album Before the Night en 2014. Maintenant, on va continuer la chronique jeux vidéo. Tu as eu du fun cette semaine, Eric, à jouer des jeux vidéo? En tout cas, à quoi t'as joué cette semaine, Eric? T'as-tu joué quelque chose de le fun? Je remets en contexte pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière. Stéphane Goulet était en onde. J'étais à la mise en onde, Simon était là et Conan était là. J'y étais. On fait une émission. Stéphane arrive. Pour faire décide, étant donné qu'il n'avait pas pu être là la semaine d'avant qui était ma fête, il dit je vais t'offrir un cadeau de fête. Donc il m'a acheté une carte cadeau PlayStation Store, que je puisse m'acheter des jeux sur le PlayStation Network. Ah, c'est bien cool. Qu'est-ce que t'as acheté? De $25. Et Simon, pendant qu'il apprend ça en onde, décide de rajouter une stipulation à ce cadeau-là. Non, j'ai fait une proposition, puis Goulet a embarqué. Ben non, t'as fait une offre que personne pouvait refuser. Okay? Oui. Parce que même moi, je trouvais ça clever, même si j'en étais la cible. C'est-à-dire que Simon a dit, pourquoi pas, vu que tu y donnes, tu l'obliges à acheter un jeu à 2$ tellement mauvais qu'il est obligé de jouer pour nous faire une review. Donc, un jeu qui coûtait $1 et quelques. 2,50. 2,50. J'ai payé 2,50. J'ai payé des dollars au pluriel pour ce jeu-là. C'est une allocation de la semaine? Je tiens à spécifier que t'as pas payé des dollars. T'as reçu des dollars. J'ai reçu des dollars. Il t'a donné une plus grosse carte cadeau. Fait que, à la fin, t'as plus d'argent. Effectivement. Il a boosté le prix de la carte cadeau pour que je m'achète un jeu à 2,5$ qui s'appelle Super Kids Racing 3D, qui avait été présélectionné par notre ami Simon. Il y avait présentement à ce moment-là une vente sur le PSN. Oui. C'était probablement la chose que je trouvais la plus cheap, dégueu. Ouais, dans le fond du drain industriel des jeux qu'il avait présenté. C'est ça. Moi, je suis sûr que c'était super tough. La tagline, c'était « Prepare to drive ». Non. Non? Non. Ah. Non. J'ai joué à Super Kids Racing. J'ai tous les trophées. Ben... Les 4. C'est presque une main de doigt, ça. Presque. Ça dépend. Mon oncle Roger, qui travaille dans la carpenterie... Ouais, non, je sais. Oui. Ouais. On en parle moins, là. Ouais. C'est 4 doigts de plus que Tata Boutlamine. Depuis son accident de moulin à café. Ben oui. Mais tout ça pour dire que, oui, j'ai joué à Super Kids Racing 3D. Puis comment c'est? Aussi bon que vous le pensez. Bon, c'est un vol d'assets gratuit d'un jeu qui a probablement été fait en une fin de semaine pour essayer de se calmer le monde de leur argent. Graphiquement, c'est même pas aussi bon que des jeux de Super Nintendo, mais en 3D. C'est buggé au possible. T'as 4 effets de son dans le jeu parce qu'il y avait pas les moyens d'en mettre plus. Le contrôle est relativement utilisable. Okay. Pas super. Déjà. Les menus sont extrêmement durs à naviguer. Parce que c'est tu sélectionnes dans des menus orange des sélections rouge pâle. Ouh. OK. Donc t'essaies de savoir, OK, il est où mon curseur là? Il est où mon curseur? C'est parce que c'est même pas la qualité d'un jeu de téléphone. Ouh. Non, il est très bon jeu de téléphone. Il y a 8 à 9 écrans à peu près. Il y a au-dessus de 100 véhicules à déloquer. Est-ce qu'il y a une différence entre les 100 véhicules côté gameplay? Gameplay, aucun. OK. C'est purement cosmétique. C'est purement cosmétique, parce qu'il y a des catégories de véhicules, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Ah, OK. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. C'est une simulation. Ouais. Mais c'est comme Gran Turismo. C'est pareil que Gran Turismo. Puis il y a un écran que la course est tellement longue puis limitée par la vitesse parce que c'est une montagne enneigée. Puis tu dépasses tout le monde après 20 secondes, puis la track, elle dure 6 minutes. Puis t'avances pas avec une petite musique tropicale d'une montagne de neige. C'est weird. C'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. Okay, c'est ça que t'essayes de dire depuis Donc ça vaut pas 2,5$. Qu'est-ce qu'ils font à nos enfants? Mais il y a je pas. peux te le dire, mais pas non. Ah, okay. Moi, je te dirais qu'au moins, il n'y a pas de microtransactions. Je pensais qu'il y en avait au départ. Finalement, il n'y en a pas. C'est des dollars que tu déloques à l'intérieur du jeu en trouvant de la monnaie sur le terrain, comme dans Mario Kart. Oui, mais... c'est juste qu'ils appellent comme des dollars. C'est ça. Il n'y a pas d'item. Tu peux pas lancer des affaires aux autres, rien. Non. Là. Ben, ta manette, mais... Ouais. Mais il n'y a pas de multijoueur. C'est pas de cache coop, rien. Non. Tu joues tout seul. Ben, en tout cas, OK, mais... Puis tu meurs tout seul après vous. Qu'est-ce que t'as acheté? Le reste du cash.
Je me suis acheté Star Wars Battlefront juste pour le VR. OK. L'écran de VR que Conan m'avait fait essayer chez eux. Ah, il est vraiment le fun. La mission VR est vraiment La nice. mission VR, être dans un X-Wing, de te virer de bord puis de voir regarder dans un T'as-tu auto. téléchargé ce que je t'avais conseillé? C'est-à-dire... Le standalone VR de Call of Duty Infinite Warfare. Jackal Jackal Assault. Oui, je l'avais déjà finalement. Il est Le tellement démo, bon. j'avais déjà joué. Puis j'ai réalisé que c'était celui de Call of Duty. Il était dans mon menu de jeu. Puis j'étais comme, ah, ok, c'est ça qui parlait. Oui, il est très bon. Graphiquement, il est extraordinaire. On avait été très étonnés parce que ça faisait un feel un peu d'Ace Combat avant qu'il annonce qu'Ace Combat allait sortir avec un mode VR. Donc, je compte avec l'argent de cette carte. Après avoir subi Super Kid Racing 3D, avoir pogné tous les trophées. L'achat que je vais faire, je pense que ça va être en VR. Je suis très tenté par Astrobot Rescue Astrobot Rescue Team, patente là. Ouais, ce robot Rescue, tu sais, vraiment. Ouais, ça a l'air c'est très bon. Il Ça a a l'air que le connu, gameplay. comme un des meilleurs jeux VR qu'il y a pas. T'as essayé là? Pas encore, non? Non, ça a l'air c'est excellent. Il a gagné ouais. meilleur jeu VR l'année passée. Puis les critiques sont plus qu'excellentes. Je vais surveiller ça. Ouais, moi juste pour... C'est Moss mais amené à un niveau genre extrêmement supérieur. Moi j'ai pris une décision. Oui. En tant que... Bon, là, je vais finir God of War que j'ai commencé. Je suis pas rendu très loin. Là, je suis rendu dans le monde des elfes. Là, puis là, j'ai quasiment fini ça. Ok, t'es rendu à la même place que moi j'étais là dans le fond. Puis dès que je finis ça, je sais sur quel jeu je vais m'embarquer. J'ai décidé de faire le grand saut en tant que nanardeur et de jouer à Earth Defense Force. Oh, Je pensais lequel? que t'allais jouer à Deadly Premonition. J'ai fait Deadly Premonition. Ok, tu l'as fait. Puis si vous n'avez pas fait Deadly Tower of Monster, faites-le. C'est délicieux aussi. Mais non, je vais me pogner le dernier Earth Defense Force. C'est quoi ça? Ouais, 5. OK, Earth Defense Force, c'est... dans le fond, tu te bats contre des fourmis géantes, puis des choses comme ça, mais t'en tues en quantité industrielle. Le jeu est écrit tout croche, il est mal optimisé, mais c'est une série qui pogne parce qu'il est fait de même. C'est comme... En first person? Tu sais, le jeu où il y a beaucoup T'as plein des de monde... jetpacks, puis des guns du futur, puis des extraterrestres. Là. Wow! Le jeu avec Lubu, là, la série de jeux... Ah, les Dynasty Ouais, Warriors. c'est comme Dynasty Warriors avec un peu de Gundam, parce que tu sais, Des fois, t'as des mecs. c'est ça, t'as des mecs, t'as plein de véhicules, tu défends, c'est très animé, là. Tu te défends ouais, contre c'est des gros insectes, des grosses villes. C'est un hack and slash, mais tu sais, un peu rough ses bords. Mais... Oui, c'est difficile. Le monde que je vois jouer, ils ont de la misère, là, parce que tu sais, les contrôles sont un peu n'importe quoi. Tu peux faire beaucoup de choses aussi dans ce jeu-là. Tu peux Sens-tu un peu comme dans Starship Troopers? Ok. un petit peu, mais tu sais, c'est très. On sent vraiment dès que tu le vois vraiment que c'est japonais. Là, Ok, tu sens ok, vraiment ok, le Ma grosse, Nippon, ma derrière grosse ça. question, c'est si je pogne sur PS4 comme il doit être joué avec toutes les slowdowns ou je pogne sur PC vu qu'il vient de sortir sur PC. Anyway, je vous en parle dès que je l'aurai joué, mais en tant que nanardeur, j'ai hâte. Ben Puis oui. je vous dis, ceux qui n'ont pas joué à Deadly Tower of Monster, ils l'ont donné sur le PSN Plus pendant, il y a peut-être 2 ans. C'est merveilleux. Ah, ok. Ouais, puis bon, ben, hey, après la pause, parlant de nanar, on va vous faire un petit récapitulatif de la 3e édition du le film douteux en groupe. On en a vu 2 hier, on va en parler vite. Mais aussi, on va voir ce que Conan a écouté cette semaine. Oh Ça yeah. risque d'être intéressant. Donc, restez avec nous autres, on revient, ça va être capoté au geek contre... C'est capoté! Johnny? What do you mean Bart has fight? Johnny? What do you mean Bart has fight? Oh, hey, man. What do you mean Bart has fight? Here, try some... De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Chronique Cinéma! Chronique cinéma, mais on parle pas de cinéma de qualité cette fois-ci. On va commencer par du cinéma de fond. Je veux parler de cinéma de qualité juste 2 minutes. Ben oui. Je suis allé voir Menteur cette semaine. Oh! Louis-José Hood, Antoine Bertrand. Ouais, ben la sortie de l'été dans le cinéma québécois, on se le cachera pas. Antoine Bertrand est est meilleur acteur que Louis-José Hood, bien que Louis-José Hood a le rôle principal, mais c'est pas grave, c'est vraiment bon. Ouais. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Le 3e tiers, j'ai eu de la misère un peu avec. Mais pour les 2 autres tiers, les 2 premiers tiers là, c'est drôle, c'est tordant. La prémisse est bien. Oh, ok. Bien poussé Et et bien exploité. poussé, bien amené, l'histoire toute. C'est juste bon. Évidemment, c'est un film avec pas de budget, mais cette comédie-là en demande pas beaucoup. Tu sais, tu vois des fois qu'il manque de budget, mais c'est pas grave, tu y pardonnes parce que c'est bon. C'est vraiment. Non, allez voir ça, Menteur. Ben, le allez voir saut ça. Mikey G. Ouais.
Ouais, j'ai ri. J'ai vraiment Tu ri. as déversé ta cire et apposé ton seau. Ah oui, puis je vais manger mon miel. Ça cire chaude. Hein? Je sais pas. chaude. Ouais. J'arrête d'imaginer une ruche de Mikey. Une ruche de Mikey, hein? Est-ce Est-ce que l'apiculteur de ça, c'est une grosse abeille qui est en habit? Puis C'est Mikey qui porte un habit d'apiculteur, pis il mange son propre miel. C'est vraiment weird. Hashtag Mikey Butine. Ouais. Ok. Mikey B! Mikey B. Donc, Je m'en vais de ça dans ma liste de choses à dessiner. partons de propos douteux, allons à cinéma douteux. Hier, on a poursuivi le 3e mois consécutif. Dans le fond, on fait une soirée par mois de films mauvais. Cette fois-ci, on a écouté tout d'abord. Notre coup de dé de cinéma douteux était un film italien, post-apocalyptique, comme ils seuls savent le faire, eux, dans les années 80. 1988, je pense, ou 86, on parle de The Sisterhood, donc la consoeurie. Ça se dit Oui, c'est ça. Oui. Confrérie. Consoeurie. Consoeurie. C'est chaud, c'est le vrai mot. Qu'on se le dise. OK. Donc, le Sisterhood, qui est comme un gang de brigands post-apo. Non, soyons clairs. Oui. Ce qui s'est passé, parce que j'ai suivi. Okay. J'ai essayé du moins. Après, vers la fin de l'humanité, il avait commencé à développer des pouvoirs, mais les radiations et la guerre nucléaire entre l'Amérique et la Russie, bien sûr, a poussé ça plus loin et certaines femmes développent des pouvoirs et au début, elles n'en ont qu'un, mais quand elles deviennent des mères supérieures, elles en ont accès à plusieurs et deviennent super puissantes. Mais des pouvoirs du style guérir ou parler à des faucons ou déplacer des petits objets avec des rayons laser dans ses yeux, Etc. Et le mot est sororité. Sororité. C'est le vrai mot. Okay. En français, là. Bon, on préfère la consoeurie. Donc, et c'est pour ça que dans le monde post-apocalyptique, les filles sont mal vues parce qu'elles ont des pouvoirs et c'est des sorcières, etc. Une femme ne peut pas vivre seule. C'est pas du tout parce que c'est l'Italie. Puis elle peut pas voter parce qu'il y a plus de gouvernement. Exactement. donc fidèle au style des films post-apo italiens des années 80. On a tous les genres de motos modifiées avec des bouts de carton, les chars avec des armures dessus, le monde avec des lunettes fumées, des sauts de He-Man, des épaulettes Éric Lapointe version mexicaine avec des épaulettes de football. Rico Lapointe avec aussi des épaulières de hockey là, mais avec du spray dessus là. Puis des épées en plastique, mais vraiment en plastique. Pas qui ont l'air à être en métal de loin là. En plastique. C'est du plastique du futur, Eric. Tu sauras que c'est du plasteel. C'est très résistant. Que les personnages n'arrêtent pas de prendre par la lame, par le coupant. C'est non-stop. OK. Le film était correct. Sans plus. Sans plus. C'est-à-dire, le film est pas plate à ce qu'on débarque du film puis qu'on l'arrête puis qu'on passe à un autre. Puis, ce qui a été le plus divertissant du film, je pense que c'est tous les gros calls que nous, on faisait pendant le film, autant que le film lui-même. Donc, ça a été un beau moment, on a eu du fun. Une fois de plus, on se trompe pas avec l'Italie dans cette période. Ah non, écoute, l'Italie, ils exagèrent tout le temps. Eux autres, dans le fond, il y avait pas le budget de leur ambition. Fait que c'est de voir à quel point ils étaient cheap à tout moment, qui est extraordinaire. Comment ils ont essayé de contourner les effets pour que ça se fasse pour pas cher. C'est délicieux. Malade. Et toutes les raisons sont bonnes pour faire du cheval, s'arrêter puis jaser. Faire du cheval, s'arrêter puis jaser. Faire du cheval, s'arrêter puis jaser. Hashtag The Sisterhood. Donc, deuxième film qu'on a vu, c'était le coup sûr. Et j'ai fait découvrir à ma gang le film Silent Assassin, un film de 1986 avec Sam Jones de Flash Gordon et Linda Blair de L'Exorciste. Donc un film policier qui se prend pas au sérieux, un genre de body cop entre un... Fait que Linda... Ah, c'est vrai, c'est Linda Blair. C'est Linda Blair qui se faisait maltraiter par son chum qui était un asshole complet. Oui. Oui. Celle qui avait des relations sexuelles dans sa chambre, la porte ouverte, pendant qu'un étranger dans le salon faisait le ménage. Ouais. Mais elle savait qu'il était là. Silent Assassin, c'est bourré de trucs ridicules. Je pense qu'on peut spoiler le modèle de l'année passée juste pour expliquer c'est quoi le film. OK, bon. Pendant le kidnapping, soyons clairs, le scientifique qui possède le secret, parce que les méchants veulent toujours le secret. Le scientifique travaillait sur une formule pour que les framboises ne gèlent pas l'hiver, mais ça, c'est ce qu'il cachait. C'était le front. Le front que le gouvernement mettait, mais dans le fond, il cherchait une arme biologique quelconque. Une arme biologique quelconque. Puis quand il se fait kidnapper, il était en même temps dans un ascenseur avec une petite fille. Fait qu'il kidnappe la petite fille en même temps. Parce que le vieux bonhomme, il était vraiment trop content qu'il y ait une petite fille dans une petite robe rose, qu'il arrêtait pas de la prendre dans ses bras. Fait qu'il passe tout son temps à toucher une enfant de 5 ans.
Oui, à coller, puis à serrer, puis à la prendre dans ses bras, puis elle va être vraiment awkward avec une petite fille tout le long du film. Et puis, à un moment donné, il y a un ordinateur qui dit « Ah, mais ça, c'est le modèle de l'année passée. Vous savez, le modèle de l'année passée a un défaut. Lorsque l'on fait cela, dit-il, en retournant le clavier sur lui-même, l'ordinateur explose. » Fait que c'est ce genre de film-là. Ce genre de film-là. Genre de gars qui se fait exploser, puis l'explosion qui se fait dont il est victime. Donc, c'est le héros. OK? Donc, ça fait un peu de fumée. Il tombe en 6 morceaux à terre, puis le monde botte sa tête en styrofoam en passant en course à côté. Il y a plein d'erreurs comme ça extraordinaires. Du monde dépliant sac de poubelle. C'est Silent Assassin. Donc, voilà. C'était le résumé de nos 2 films poches. Maintenant, si on parle on a parlé de Menteur, qui est un vrai film. On a parlé de nos 2 films qui étaient poches. Oui. Conan, t'as-tu voir du stock, toi? Mais, attends, on va y aller en musique avant. Et après. Mais à moi que Mikey, Parce ça que- va vouloir dire quelque chose, ça. Non, parce que on vient de parler de films douteux, on peut parler de musique douteuse, puis après ça, je veux une chronique Conan dans la bonne et due forme. La chanson de la semaine. Et là, j'ai un cadeau pour vous, messieurs. Je t'en avais parlé un peu la semaine dernière, Simon, hors d'onde. J'ai trouvé quelque chose. Dans ma catégorie chansons douteuses de la semaine, j'ai trouvé un album qui est sorti en 1997 qui s'appelle The People's Choice Espace Musique. Donc, The People's Choice, c'était deux artistes expérimentaux. Okay, du nom de Comar et Mélamide. C'est je pense, des Européens de l'Est, je ne me rappelle plus de leur nationalité. Des choses qui arrivent. Qui faisaient de l'art de performance, puis des trucs contemporains, genre qui essayaient de choquer le statu quo. Et Oh mon Dieu! Mais, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont fait un genre d'expérience. Ils se sont associés avec David... Ils ont mis des loups dans des cages avec un écran tactile. Non. Ils se sont associés avec Dave Soldier, a.k.a. David Soldier, qui est un neuroscientifique. Et ce qu'ils ont fait ensemble, c'est qu'ils ont fait un sondage parmi 500 personnes. Ah non, ils ont pas... Ils ont ramassé l'information sur les choses que le monde aimait plus en musique, puis les choses que le monde aimait le moins. OK, ils ont essayé de mettre une petite affaire scientifique, une approche scientifique, si Exactement. on veut. Donc, ce que ça l'a donné, c'est que là, je vais vous faire jouer ce qu'on appelle The Most Unwanted Song. Ils ont pris tous les sondages qu'ils ont fait, les 50 éléments les plus détestés du monde dans la musique. Ils ont composé une toune avec tout ça dedans. Je t'ai énervé. La vraie toune dure 21 minutes 58. Ah oui. Moi, j'ai pris la version radio qui en dure 3 minutes 21, parce que là, on fera pas un fouille ça. Est-ce qu'ils ont essayé de faire ça, jouer ça à la radio? Sûrement dans des postes bizarres comme le nôtre. Comme c'est KRL. Parce qu'on n'est pas les seuls qui trouvent ça fascinant. Mais ce que ce genre de C'est tune-là de l'art. comprend, ce que le monde aime pas dans la musique, de la cornemuse, du tuba, du banjo, Ouais. de la musique de cowboy, une chanteuse d'opéra, du rap, une chanteuse d'opéra qui rappe, Non! des voix d'enfants, Là, vous allez trop loin. des slogans publicitaires, Arrêtez, M. Simpson. un drum machine, un accordéon, des phrases politiques avec un mégaphone, une chorale d'enfants qui chantent à propos des congés fériés. OK. Honnêtement, et ils finissent toutes leurs phrases par faites tout votre magasinage chez Walmart. Honnêtement, là, c'est bizarre. J'ai pas la version complète, ça serait trop long, mais je vous fais écouter un extrait, la version radio de The Most Unwanted Song de Comar et Mélamide au Geek Contre-Attaque. Ça commence bien. C'est mauvais. Time like a traffic
Alors, on vient d'entendre The C'était bon, hein? The Most Unwanted Song par Comar et Mélamide. Mais c'était une très bonne tourne! Et ce sondage-là, soit dit en passant, ils ont fait la tonne avec tous les éléments que le monde aimait le moins en musique, mais ils ont aussi fait la contrepartie sur le même album, donc The Most Wanted Song. Et spoiler, je vous l'amène la semaine prochaine. Puis ça là, c'est aussi déplaisant que la mauvaise. Oh. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenal. Oh yeah! Conan! Hey, hey! Hey! Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'ai vu plein de choses, mais je veux commencer en faisant un commentaire sur une vidéo que j'ai vue qui circule sur Internet ce temps-ci, qui m'a fait quand même rire, même si c'est pas une situation très drôle. Il y a un gars dans un bagel boss, donc un espèce de shop de bagel, qui a été filmé en train de péter une coche contre les femmes. En général. Ah ouais. Mais c'est parce que le gars, il est quand même... Mais c'est parce que ça a l'air, tu sais, comme, tu sais, quand quelqu'un dit fait la projection, là, comme, les femmes qui me disent qu'en bas de 5 pieds sur les, tu sais, comme, il pète une coche, puis personne n'a l'air vraiment de l'écœurer, tu sais. Mais c'est parce qu'à la fin du vidéo, il se met écœuré, il se met comme à dire à quelqu'un vraiment plus grand que lui, comme, you're not God, or my father, or my boss. Puis cette phrase-là, il y a du monde qui va l'avoir tatoué, je suis sûr. Et puis, ça se finit sur quelqu'un qui saute dessus, genre, mais la personne, elle doit mesurer, je sais pas, là, 1 pied et demi de plus que le gars, puis il se rend... Ouais. Fait que finalement, le petit gars pète une coche puis il se fait Mais c'est parce ramasser à la que fin les par memes qui sortent de ça sont tellement drôles. Il était déguisé en Lollipop Boy, tu sais, de la guilde des enfants Lollipop. Voyons, de Willy Wonka. Ouais, il a été déguisé en... Ok, en Oompa Loompa. En Oompa Loompa, exactement. Mais c'est parce que aussi, tu sais, quand tu regardes la vidéo, le gars a un peu l'air d'une victime, là, vite comme ça, mais quand tu regardes ses autres vidéos où tout ce qu'il fait, c'est aller péter des coches à du monde dans la rue, genre, pis toujours être fâché que le monde... C'est un pétard de coche professionnel. Ouais, puis toujours le fait qu'il est petit, puis que le monde il a cœur parce qu'il est petit. Et il y a une entrevue avec un journaliste de AT Edition où ils ont envoyé un des plus grands journalistes qu'ils ont pu. Parce que Hey, cette valeur, il aurait pu me le demander. Pauvre J'aurais pu gars. y expliquer un truc super facile. tu sais. Je suis à mon âge vénérable et avoir été dans les médias depuis maintenant 7 ans. Ici, où Guy Contre-Attaque a protégé la Terre. Ouais. C'est quoi ton secret des talons? Mon secret, dans le fond, là, c'est que t'as juste à jamais mentionner que t'es petit. hey, non, mais Je le fais à tous les émissions, mais si tu le mentionnes jamais, il y aura aucun problème. Si tu le fais, ben, reviens-en, man. Je veux dire, il y a pire que ça dans la vie. Non, c'est ça, mais tu sais, mais c'est juste, le vidéo est assez absurde. Il finit sur une chute à terre par quelqu'un de vraiment plus grand parce qu'il y a plein d'éléments comiques dans un petit monsieur fâché qui pète des, en tout cas, J'imagine que l'herpès des yeux est pire que ça. Hein? Il y a pas de délicieux. OK. Oui. Ben donc, qu'est-ce que j'ai écouté? Cette semaine, j'ai écouté plusieurs choses. Oh. J'ai écouté, entre Là, autres... t'as-tu terminé la saison 3 de Non, Choses étranges? toujours Pas pas. encore. Non, j'ai pas eu le callback là, de d'y revenir, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai mis les 8 épisodes que j'ai écoutés, j'ai pas besoin de les finir. Ouais, je suis rendu mort en dedans pour Stranger Things, on dirait. Ça m'a pas dérangé de pas la finir, mais je reconnais qu'elle était meilleure que la 2. Le bout que t'as vu? Ben, j'ai quand même écouté je suis quand même au 7e épisode, donc... J'ai écouté les 3 premiers, j'haïs pas ça, je vais continuer. C'est ça. Quelqu'un l'écouterait, je l'écouterais avec lui, mais je suis comme pas motivé à tout seul le continuer, nécessairement. ouais. Puis tu sais, donc, qu'est-ce que faire un j'ai... défi de série l'année prochaine? Des films Peut-être. Ça prend du temps, ça. Ça prend du Contrairement temps. à des films. Peut-être que non. Ça prend du temps plus que... Ouais, Parler c'est ça. comme si c'était dur. Les faites-moi? Ben, t'en es-tu vraiment sorti indemne, Eric? Je suis ce que je suis maintenant. Faites vos propres conclusions. Donc, t'as vu quoi d'autre? J'ai écouté Missing Link hier. Donc, Missing Link, c'est le film de Chris Butler, lui qui a réalisé Paranorman du studio Laika, donc le même studio là, que tous les films en stop motion. Coraline et Kubo et Two tout ça. Strings. Donc, Missing Link, on suit les aventures de Sir Lionel Frost, un aventurier célèbre dont la voix est faite par Hugh Jackman, qui se promène pour aller chercher le chaînon manquant, donc Sasquatch. Et il le trouve. Et le chaînon manquant est quelqu'un de très articulé, de très poli. C'est quelqu'un, c'est pas du tout, c'est vraiment plus un humain que d'autres êtres. Ouais, exactement. Et qui est joué par la voix est jouée par monsieur Zach Galifianakis. Et
Link, de son prénom, ou Susan, de son deuxième nom, demande d'aller rejoindre, parce qu'il a entendu dire qu'il y avait des Yetis. Donc, potentiellement, que c'est peut-être ses cousins, ils veulent les rejoindre parce qu'ils se sentent tout seuls. Et aussi, Monsieur Frost veut aussi prouver au monde que le Sasquatch existe. Donc, on suit les deux personnages. C'est bien, c'est pas un film auquel je repense nécessairement, comme mettons Kubo ou même Coraline qui reste, tu sais. Mais c'est un de ces très beaux films qui c'est un peu, je trouve ça quasiment un peu plate qui soit fait en animation parce que c'est tellement d'efforts pour si peu de payoff. C'est le fait qu'ils sont en stop motion. Il y a pas tant de moments qui m'ont comme fait, tu sais, oui, il y a plein de moments que j'ai comme wow, c'est vraiment beau. Mais on aurait pu obtenir ça en CGI pour le centième moins d'effort. Ok, c'est que dans le fond, peut-être que le script ou l'histoire valait pas tout l'effort que ça prenait pour le mettre en stop motion. C'est ça que t'es en train de dire? C'est un peu ça que je vois de ce film-là. Tu sais, c'est super beau, c'est le fun, les enfants vont aimer ça et tout, mais mettons, je compare à Kubo récemment, qui vraiment était, tu sais, un chef-d'œuvre d'animation. Tu sais, même qu'il y avait comme des niveaux d'animation dans le film. Tu sais, il y avait Kubo faisait des marionnettes qui se déplaçaient d'une manière différente. C'est comme là, il n'y a pas tant ça, mais évidemment, le souci du détail, l'animation est absolument parfaite. Il n'y a aucune, il y a rien à redire. C'est un niveau extrêmement. Chaque poil bouge quasiment, tu sais, sur Link. L'effort est tout de même prodigieux, mais par contre, le résultat est peut-être un peu décevant. Plus haut que ça, mais à la hauteur de ce que ça a l'air. C'est ça, mais c'est super beau, c'est le fun. Je vais sûrement le réécouter, mais c'est pas le film de stop motion là, qui va vous faire redéfinir là, comme. Non, c'est pas. Si vous aimiez pas ça avant, c'est pas celui-là qui va vous faire aimer nécessairement les stop motion. Si vous avez vu soit Kubo ou Coraline, écoutez l'autre. Écoutez pas lui. C'est genre. Voilà. Ensuite. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre aussi? J'ai écouté un film tellement plate. Oh my god, j'ai écouté un film qui, somme toute, avait l'air pas pire, c'est A Lesson in Cruelty. Leçon en cruauté. Ouais. Et c'est donc le synopsis est assez rapide. C'est un boss chiant dont les employés font un party pour une espèce de bien cuit. Mais ils finissent par le tuer. J'ai comme pas vraiment écouté parce que j'étais complètement découragé par le traitement, par absolument tout. Là, parce que le titre promet. Là. Le titre promet, la pochette même promet, parce que c'est un acteur qu'on connaît pas, il ressemble un peu à John Hamm. C'est une espèce de buste de César, toute une image en rouge. La pochette est intéressante, mais c'est extrêmement mal filmé, extrêmement mal écrit. T'sais, on sent vraiment que c'est un produit amateur qui a une espèce de poli là, visuellement. Je veux dire, c'est du monde qui connaissent nécessairement le cinéma, qui ont sur des caméras, c'est pas des amateurs, mais wow. Parce que d'être efficace en production cinématographique, c'est une chose. Mais d'avoir une créativité et un sens du spectacle, c'en est une autre. Tu peux savoir comment en faire un, ça veut pas dire que tu vas être capable d'en faire un bon. Je dirais que la cote sur IMDb est de 5.5 sur 10 avec 385 votes. C'est pas beaucoup. Là. Non, c'est ça, mais quand IMDb, là, quand t'es au-dessus de 1000 ou 10 000 votes, puis t'es en bas de 6, là, c'est unanimement pas bon. Là, parce que j'ai testé beaucoup cette théorie-là pendant le défilm, justement. Okay, ouais. Le rating de IMDb, je le trustais pas au début. J'ai fini par y faire plus confiance parce que veux pas, la loi du chiffre vient finit tout le temps par avoir raison. La seule fois que c'est pas vrai, c'est dans les films étrangers. Parce que, mettons, un film indien, exemple. Non, eux autres vont avoir des 7.8 ils ne votent que leur... Ouais, c'est ça. Leurs films corrects vont avoir des 8.5, 9, puis le meilleur film va avoir 10. C'est comme... Il y a comme une version d'une partie de la population qui ont leur vision de la chose. Ouais, c'est ça. Alors que les films, mettons, américains qui datent de 40-50 ans, avec le public qui est habitué à toutes sortes d'affaires qui viennent de tout acabit, tout pays, toute langue confondue, t'as plus de variété. Donc, quand il y a un consensus que tout le monde, sa planète répandue, trouve qu'un produit est pas bon, tu peux te dire, ok, c'est beau. D'après moi, ils sont pas mais en plus, ce film-là, il est 1h12 avec, je pense, 12 minutes de générique. C'est même pas un film, tu sais, que ça va vraiment... Non, c'est pas très bon. Mais sinon, je vais finir parce qu'il reste plus beaucoup de temps. J'ai écouté ce matin avant d'arriver, j'ai écouté Rocketman, donc la version biographique de Elton John, réalisée par Dexter Fletcher, donc un gars que King John. Comment? Rocketman, ça aurait pu être King John? King John Hill. Ou l'inventeur des roquettes, tu sais, les gens des petits bonbons au sucre. Ouais, exact. Ou les Smarties, comme ils appellent c'est les Smarties en Angleterre. Même au US, c'est les Smarties, ça. Okay. C'est bizarre. Donc, Rocketman, sérieusement, l'acteur principal, Taron Egerton, super bon. Je pense que c'est
un des meilleurs acteurs qui mérite quelque chose cette année pour un biopic. J'ai pas encore vu Queen, mais j'ai vraiment de le voir quand même. La musique est très bien intégrée. On passe des fois dans des bouts un peu de justement comédie musicale que tout le monde se met à flotter dans les airs. Il y a des affaires très visuellement poétiques un peu quand même, mais c'est le fun. Ça m'a redonné le goût d'écouter du Elton John. OK, bon, hey, ben, ça c'est peut-être le meilleur praise que tu peux donner au film. Donc, Rocketman, ça a les 2 thumbs up de Conan. Merci d'avoir été là, Conan. Hey, c'est plaisir. Merci à Simon. Merci pour le jeu aussi, hein. Super Kid Racing, c'était extraordinaire. Merci à Mikey! Ben, ça me fait plaisir. Je reste aux commandes de la console puisque ce sera l'avant-dernière édition de sortie culturelle pour le festival d'été ben, c'est ça, là, en sortie, là. Puis, sinon, ben, merci, Eric. Yes. Et merci surtout à vous autres. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion.